Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième rencontre débat La BD dans la Cité, organisée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, en partenariat avec l'hebdomadaire Le Point. L'idée étant de faire se rencontrer des autrices ou auteurs de bande dessinée avec des acteurs de la société civile pour montrer comment la BD aujourd'hui contribue au débat d'idées et au débat de société. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la question de la représentation de la femme en bande dessinée et plus largement d'ailleurs à l'image. Et on va recevoir dans un tout petit instant pour en parler Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, qui nous accueille d'ailleurs ici au sein de la Cité audacieuse, et Lisa Mandel, autrice de bande dessinée. On lui doit beaucoup d'ouvrages. Le dernier en date, Une année exemplaire. Je voudrais aussi citer Princesse M Princesse, Super Rainbow. Elle a également dirigé la collection Sociorama chez Casterman. On aura l'occasion d'en reparler avec elle. Et elle est à l'origine du collectif des créatrices de BD contre le sexisme. Anne-Cécile Maillefer, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans cette cité audacieuse. Lisa Mandel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pour commencer, je voulais quand même qu'on resitue d'où on vient dans l'univers de la bande dessinée, qui était, Lisa, faut bien le dire, même si ça vous énerve quand on dit ça, mais un univers au départ très masculin, à destination des petits garçons. On pense à Astérix, on pense à Tintin, où c'était des héros très masculins, plutôt pour des petits garçons. Pourquoi ça m'énerverait qu'on dise ça? C'est la réalité. Ouais, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Il y avait quand même Natacha, hôtesse de l'air. Il y avait Bécassine. Oui, il y avait quand même Bécassine, un personnage quand même extraordinaire avec pas de bouche. Voilà. Mais non, bah oui, bien sûr, on vient de là. Ouais. Et vous le ressentez encore aujourd'hui, ce poids-là ? Le poids de l'histoire et du passé. De l'histoire. Bah après, les albums sont faits, donc on les voit encore. Et c'est ceux qui se vendent encore le plus, Astérix, je pense à Astérix notamment. Mais... Oui, voilà. Bah après, c'est des franchises au bout d'un moment. Donc après, c'est une autre question qui n'est pas liée aux femmes. C'est est-ce que c'est super de continuer ad vitam aeternam à faire vivre des séries avec des auteurs morts pendant qu'il y a des auteurs vivants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais là, c'est un autre débat qui n'est pas vraiment celui-là. En tout cas, sur le poids d'aujourd'hui. Oui, on le sent, mais il y a quand même eu en 20 ans, moi, depuis que je suis arrivée dans le milieu de la BD, il y a eu quand même une évolution énorme. Et ces dernières années, c'est carrément un retournement de situation. Puisque 80% des étudiants en école de BD sont en fait des étudiantes. Mais parce que comme le métier se précarise, je pense que du coup, les femmes sont étant travailleurs précaires. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des pistes, hein, mais oui, ça s'est énormément féminisé, la BD. Et moi, j'en suis certaine que d'ici 10 ans, ce sera l'inverse. Il y aura au moins autant de femmes, voire plus. Donc voilà, c'est une problématique que moi, quand je suis arrivée il y a 20 ans, j'étais la seule femme dans le magazine jeunesse pour lequel je travaillais. Voilà, ça montre quand même qu'il y a eu une sacrée évolution depuis le début des années 2000. Quoi. Et Anne-Cécile, il faut resituer aussi ce que ça veut dire pour des petites filles et pour des petits garçons de lire ces BD-là, de lire ce 9e art et de découvrir majoritairement des héros masculins et des auteurs masculins. Oui, d'ailleurs, je pense que le problème principal, c'est le manque, c'est l'uniformité en fait, du message qui est envoyé aux filles et aux garçons. C'est-à-dire qu'il y ait des Tintins, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses. Parce que moi, j'ai pu lire Tintin et j'ai trouvé ça, quand j'étais petite, je pense que j'ai trouvé ça très, très agréable. Mais le problème, c'est que je n'avais pas autre chose aussi à voir, à lire, à découvrir. Et donc, c'est une seule et même... un type d'imaginaire, un seul et même type de représentation des rôles des femmes et des hommes qui est comme ça envoyé album après album. Et puis surtout la BD, c'est pas le seul vecteur de communication. Il y a aussi, c'était la même chose d'ailleurs dans les romans, dans les films, à la télévision, dans les publicités. Donc en fait, c'est une sorte de lavage de cerveau. Et aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la BD est dans son époque, comme les autres formes d'expression artistique. Et donc, c'est aussi cette accumulation qui fait que, malheureusement, on en arrive aussi après à avoir des rôles qui sont très ancrés dans la tête des gens, des petites filles qui ont du mal à s'imaginer dans d'autres types de professions ou de rôles ou de sentiments. Et de la même manière, les garçons qui voient les filles d'une certaine manière et qui ont du mal à les voir dans des rôles différents. Et c'est à partir de là qu'on se dit, tiens, ça doit être naturel, alors qu'en réalité, c'est juste du lavage de cerveau, quoi. Mais en plus, un souci qu'il y a eu longtemps, c'est-à-dire que même les auteurs, donc il y avait quasiment que des hommes, qui voulaient faire des personnages actifs de femmes. Moi, je pense à Jeannette Pointu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une reporter intrépide qui était notamment au Cambodge, tout ça. Il y avait Yoko Tsuno, il y avait même, on peut dire, Adèle Blanc-Sec. Mais le problème, c'est que ces héroïnes-là, elles étaient créées quand même par des hommes. Et donc, même si ces hommes-là, ils faisaient des efforts pour rendre les personnages dynamiques, on avait quand même une vision d'homme sur la femme. Et pour moi, ça fait que, en le lisant, je pense que ça se sent quand c'est un homme qui
qui a motivé les actions d'un personnage féminin, bah, ça se sent. Et je pense que la vraie différence, c'est quand les femmes ont commencé à s'emparer des personnages féminins. Là, on est arrivé à une autre bande dessinée, mais parce que pendant longtemps, il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont essayé d'avoir. Il y avait pas, c'est pas vrai non plus qu'il y avait que des bimbos, des femmes objets ou des mamans, ou des mamans ou des marâtres. Il n'y avait pas que ça. Dans la jeunesse, oui, il y en avait beaucoup, mais moi j'ai grandi à une époque, pour le coup, dans les années 80, où on pouvait accéder à de la bande dessinée. Enfin, mais pas beaucoup. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'il y avait pour les garçons, il n'y avait pas beaucoup de BD qui mettaient en scène des femmes, mais il y en avait quelques-uns, mais écrits par des hommes. Justement, vous dites que les choses ont beaucoup changé ces 20 dernières années. J'allais dire, pourquoi ces 20 dernières années? Et quel a été le moment où vous avez senti que le rapport commençait à s'inverser? Moi, quand je suis arrivée, je pense, quand je suis arrivée, dans les années qui ont suivi, il sont arrivées plein de femmes, en fait, autrices de BD. Et du coup, le rapport, il a commencé à s'inverser à ce moment-là. Et puis du coup, c'était une machine infernale. Et c'est aussi qu'à un moment donné, la bande dessinée a pris conscience qu'elle loupait 50% de lecteurs. Les femmes, c'est les plus grosses lectrices, de manière générale. Donc en fait, d'un coup, je pense que ça avait tilt en disant mais les femmes, c'est les plus grosses lectrices. Or, en BD, il y a quasiment que des hommes qui lisent des BD. Et je pense qu'il y a eu aussi une volonté économique de s'ouvrir à un lectorat féminin. Et du coup, qui a aussi ouvert la voie à plusieurs femmes. Et il y a eu aussi l'avènement, et je pense que ce qui a aussi été un énorme déclencheur, c'est l'avènement des blogs BD. C'est-à-dire que le blog a permis à beaucoup de femmes, notamment, de prendre la parole et de créer en fait des histoires en BD avec des styles qui n'étaient pas du tout habituels pour l'époque et qui n'auraient jamais osé, je pense, se proposer des projets chez des éditeurs et sûrement se seraient fait repousser. Et donc ces femmes-là, sur le blog, c'est ludique par tout le monde. Et je pense à Pénélope Bagieux, quand elle a commencé. Elle a appris à dessiner quasiment en faisant son blog BD et au début elle était sur des sujets un peu légers, très féminins, un peu girly. Là je pense qu'elle s'étranglerait si vous m'entendez. Mais non, mais à l'époque, on disait ouais c'est la BD girly tout ça, mais elle était très jeune aussi. Aujourd'hui, ce que fait Pénélope aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle faisait quand elle a démarré. Et heureusement, elle avait la vingtaine et elle a pris de la maturité, son travail aussi, son trait aussi. Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a un discours extrêmement construit, qui est souvent invité d'ailleurs dans les rencontres féministes. Et qui a d'ailleurs des sujets, elle a bougé. Mais c'est ces femmes-là qui ont été les pionnières, en fait, aussi de la BD au féminin. Et pour autant, il y avait un rejet au début de ce genre-là. Et moi, j'étais... Mais rejet par qui? Mais parce qu'on disait, ouais, c'est de la BD girly, c'est mal dessiné, il n'y a pas de décor, les sujets sont cons, tout ce qui a pu être dit. Moi, déjà là, ça m'énervait. Je disais, mais c'est la légalité, c'est ça, c'est laisser aux gens le droit de faire ce qu'ils veulent. Quand un mec, il fait de la BD avec des espèces de guerrières, avec des gros seins, avec un message derrière horrible, on va pas lui dire « Ah, t'es un homme, tu devrais pas faire ça ». Pourquoi on dit à certaines femmes, parce qu'il y avait un truc de « si je fais de la BD en tant que femme, alors je dois être irréprochable ». Et moi, je sais que ça, c'est pareil, c'est de la ségrégation, c'est dire « Ah bah non, alors je peux m'exprimer que si j'ai un truc ultra intelligent à dire. Ah bah si on disait ça aux auteurs de BD, il y aurait plus grand monde, franchement, dans le métier, quoi. » C'est le cas dans, j'ai l'impression, un peu toutes les formes d'art, cette espèce de pression particulière sur les réalisatrices, sur... Mais oui, et sur aussi toutes les minorités, les personnes racisées, c'est la même chose. Quelqu'un qui est musulman et qui fait du cinéma ou qui s'exprime, on lui demande toujours de donner son avis. Il y a le moindre attentat, on lui demande de donner... Parce que, voilà, et ça, pour moi, c'est aussi de la discrimination, quoi. Ouais. Et pour revenir aussi au début de la question sur ce qui s'est passé depuis 20 ans, je pense quand même que l'évolution sociétale aussi, alors il y a l'évolution des moyens qui fait qu'on peut créer sans passer par le filtre d'une maison d'édition qui peut rejeter certaines formes d'art, et puis on voit qu'en fait le public y adhère. Donc ça c'est une manière de faire. Et puis il y a aussi quand même le fait que de plus en plus dans la société, les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, les sujets des femmes, les problématiques aussi qui concernent la vie des femmes ont fait surface. Et donc ça accompagne aussi le fait qu'il y ait toutes ces autrices aussi qui ont pu surgir, je pense. Oui, et puis après, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que quand on commence à avoir des rôles modèles féminins, moi je pense à Bretéché. Bretéché, elle m'a accompagnée toute mon enfance. Ça a été, je pense, une personne qui a influencé énormément de... Mais elles n'étaient pas nombreuses à ce moment-là. Oui, mais en fait, elle a été beaucoup lue par contre. Donc elle était peut-être 5, elle était toute seule à faire ce qu'elle faisait. Néanmoins, aujourd'hui, si vous demandez il y a beaucoup de femmes dans la bande dessinée dont c'est une référence. Parce que, et puis c'est inconscient, on se dit, ah, il y a une autre femme, et puis je pense que c'est ça. Et plus il y a de femmes qui font de BD, finalement, plus il y a de petites filles qui lisent des BD faites par des femmes, et plus elles vont avoir envie d'en faire, parce que d'un coup, ça devient possible. Et ce que disait Anne-Cécile est intéressant aussi sur comment les femmes parlent des problématiques des femmes. On pense à la BD d'Emma qui a sensibilisé un public assez large à la question de la charge mentale. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se servent de ce média-là
pour raconter les problématiques des femmes. Pas Oui, que, mais aussi. oui, bien sûr, mais après, il y a eu déjà des débats là-dessus, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a 3/4 des femmes qui font de la BD, vous ne savez même pas que c'est une femme qui l'a fait. Enfin, c'est pas nous, alors ça a amené des nouveaux sujets, et forcément, quand les femmes s'expriment, elles vont parler de problématiques qui Oui, mais c'est ça qui est intéressant, ça, c'est des nouveaux sujets. C'est enrichissant, bien sûr. Et disons que c'est changer aussi de perspective. Au cinéma, on appelle ça le male gaze, quand c'est le regard masculin qui est porté sur les choses. Et c'est sûr que des femmes peuvent avoir un regard un peu différent sur un certain nombre de choses parce que socialement, elles n'ont pas été éduquées pareil. Et puis c'est vrai que dans leur pratique quotidienne, sur la charge mentale, typiquement, ça fait partie de ces sujets qui sont très présents dans la tête de beaucoup de femmes et que beaucoup d'hommes, en fait, ne savaient même pas que ça existait. Tout était bien organisé dans leur vie quand ils étaient en couple hétéro et ils ne se rendaient même pas compte qu'il y avait quelqu'un qui organisait tout, en fait, pour que tout se passe bien. Donc j'imagine que pour les auteurs de BD, qui pouvaient être dans des couples hétéros, peut-être qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte que ça pouvait exister. Donc, c'est pas étonnant que c'est une femme qui ait réussi à mettre ce sujet sur la table, et ça aurait été très étonnant que ce soit un homme qui réussisse à en parler aussi bien qu'elle. Mais c'est sûr que moi, je crois pas qu'il y a je crois pas que quand on est artiste, que des choses nous soient fermées ou ouvertes parce qu'on est d'un sexe ou d'un autre, ou d'un genre ou d'un autre. Ça, c'est clair. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Mais par contre, il y a quand même, parce qu'on n'a pas été éduqué de la même manière, il y a des choses qu'on voit plus facilement ou moins facilement. Et c'est pas qu'un sujet de genre aussi, hein, c'est aussi une problématique sur les sujets raciaux. En fait, on voit bien que pour une personne blanche, c'est pas forcément simple d'imaginer ou de voir les problématiques réelles auxquelles sont confrontées les personnes noires dans leur vie de tous les jours. Parce qu'en fait, quand on est blanc, on n'est pas confronté à ça. Donc, quand on est artiste, on est forcément à un moment donné aussi quand même limité par nos expériences de vie. Je disais tout à l'heure, vous avez créé un collectif. Alors j'ai cofondé avec de nombreuses autrices. J'aurais dit, on était très nombreuses dès le départ. Un collectif il y a quelques années. Donc c'est les créatrices de bande dessinée contre le sexisme et qui s'est avérée une riche idée vu que juste après il y a eu la nomination, elle est nominée pour le Grand Prix d'Angoulême et il n'y avait aucune femme. Et donc voilà, on s'est un peu posé là parce que il y avait pour repérer voilà les attitudes qu'il y avait contre lesquelles on avait envie d'agir et d'avoir des bonnes pratiques, avoir aussi des témoignages. Il y a beaucoup d'autrices qui ont témoigné de sexisme ou même de maltraitance sur les salons dans certaines époques. C'était presque balance ton porc avant l'heure. Ouais, il y a eu des témoignages de machisme et d'agression sexuelle, ou surtout en tout cas de maltraitance, parce que c'était des femmes. Et moi, j'ai jamais eu, c'est vrai qu'à titre personnel, moi, j'ai jamais eu ce problème-là, parce que je suis arrivée dans le show en jeunesse à 25 ans avec une position et un physique aussi qui faisait que je me suis moins fait embêter que des collègues qui étaient très jolies, enfin c'est bête, hein, mais des très jeunes, très jolies, très féminines, et elles se sont fait emmerder, excusez-moi du mot. Moi, ça m'est pas arrivé. Par contre, moi, j'ai vu effectivement qu'on me renvoyait tout le temps, un peu comme aujourd'hui finalement quand même, on me renvoyait tout le temps à mon identité de femme. C'est-à-dire que je faisais des choses, j'ai des projets, je traite de thématiques hyper diverses. Là, ça fait presque 20 ans que je fais cette carrière. Et donc, comme je le disais, et on m'invite pour me demander ce que je pense en tant que femme du sexisme dans la BD. Et ça fait 20 ans qu'on me demande ça. En tant qu'auteur de BD. Oui, ça fait 20 ans qu'on m'invite pour ça. Moi, je suis invitée 4 fois par an parce que je suis une femme. Et moi, je refuse systématiquement. Et en fait, parce que je trouve que c'est hyper réducteur. Là, je viens de monter une maison d'édition qui essaie de changer la donne pour les auteurs. J'ai fait tout un travail sur la santé mentale. J'étais dans la jungle de Calais. Et en fait, on m'appelle... Je voulais prendre chaque sujet les uns après les autres. Parce que la maison d'édition, c'est intéressant aussi, les éditions exemplaires, où pour faire simple, les auteurs ont leur projet, s'auto-éditent. Mais c'est juste pour dire qu'en faisant ça aussi, est-ce que c'est une manière, il y a évidemment le côté financier, mais est-ce que c'est aussi une manière de reprendre une forme de liberté éditoriale ? Bien sûr, mais ça on pourra en parler du coup en bon temps. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce genre de rencontre, moi je le vis comme de la discrimination depuis mes 25 ans. Et moi je m'étais promis que je ne viendrai jamais pour répondre
à cette invitation-là. Parce que d'abord, je trouve que au bout de 20 ans, on se dit, on en est encore là à avoir des invitations sur ce sujet-là. Après, moi, je comprends qu'on s'adresse à un public large qui n'est pas forcément au courant qu'il y a eu une évolution dans la bande dessinée et du coup qu'on en parle. Mais néanmoins, quand on est une femme... C'est important de toujours sensibiliser. Mais moi, le pire témoignage de sexisme que j'ai vécu dans ma carrière, c'est ce genre d'invitation. Par exemple, je travaille sur un truc sur les hôpitaux psychiatriques pendant 2 ans, hyper important pour moi, qui est carrément sociologique, je donne tout, c'est quelque chose qui me coûte, et on m'appelle et on m'invite pour alors les femmes et la BD. J'ai dit, mais vous voulez pas aussi m'inviter? Parce qu'à un moment donné, c'était que ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas aussi m'inviter parce que je viens de faire un projet pendant 2 ans sur la psychiatrie dans les années 70. C'est rigolo parce que ça fait écho à... Edith Cresson a été comme ça invitée, j'étais à une conférence il y a 2 jours, et en fait elle a systématiquement refusé de répondre à toutes les questions sur femmes et politique, parce qu'en fait elle disait mais en fait je suis une femme d'État, et j'ai eu des tas de postes et j'ai fait des tas de choses et j'ai encore plein d'idées qui dépassent complètement le fait que je suis une femme, quoi. C'est intéressant de rappeler que les femmes sont aussi des femmes en tant que telles, des créatrices, et pas que toujours amenées à cette condition-là. C'est ça que vous disiez? Je veux juste dire qu'il y a un petit manque d'imagination à un moment donné, moi, j'ai trouvé que c'était du déni de ce que je produisais en tant qu'artiste. Après, je trouve ça hyper important de défendre la cause des femmes. Moi, je suis féministe, je le revendique dans mon travail, ça transpire partout. Néanmoins, d'être invitée que là-dessus, ça transpire dans mon travail, mais c'est pas le cœur de mon travail. C'est-à-dire que moi, je traite de plein d'autres sujets. Je suis pas une autrice qui fait que des BD féministes. Et j'en ai même pas fait une seule. Après, il y a du féminisme dedans, forcément. Mais du coup, on se dit, pourquoi je suis invitée en tant qu'experte? En fait, je suis experte parce que j'ai des ovaires et que je suis une femme. Mais je pense qu'il y a aussi le sujet, et d'ailleurs on le voit dans certaines BD qui ont été écrites par des hommes comme les Schtroumpfs, les femmes restent le particulier, restent le pas normal, en fait, le pas dans la norme, parce que la norme, elle est masculine, et donc on imagine dans les Schtroumpfs, en fait, on a des tas de personnages de Schtroumpfs, grincheux, Schtroumpfs, je sais plus quoi, Schtroumpfs, plein de Schtroumpfs, et puis il y a le Schtroumpf femme, c'est-à-dire que femme, c'est un seul et même Schtroumpf qui, le femme, c'est une compétence, c'est une qualification, c'est un type d'individu, c'est une personnalité entière qui est femme. Et c'est vrai que dans la société en général, on continue de renvoyer les femmes là, parce que le regard et le centre est masculin. En fait, tout ce qui est féminin, c'est étonnant, c'est du particulier, c'est l'universel est masculin et le particulier est féminin. Et donc je pense que jamais on demanderait à un homme, et vous en tant qu'homme, auteur de BD, comment le fait que vous êtes un homme transparaît dans votre bande dessinée? Par contre, on va effectivement demander à une femme, et vous en tant qu'autrice de bande dessinée, comment votre genre ou votre sexe transparaît dans votre travail, quoi. On avait il y a quelques années à Angoulême, donc j'avais organisé Les Hommes et la BD, où justement j'avais retourné la question à tout le monde. Et par exemple, on ne demandera jamais à un homme s'il a des enfants. Nous, on nous demande des systèmes. Alors vous faites de la jeunesse parce que vous avez des enfants, et ça n'arrive jamais à un homme. Alors ça fait quoi d'être un homme et du coup de gagner 65% de plus que les femmes? Ça vous fait quoi d'être un homme et puis d'arriver, et puis que tout soit là, et puis qu'il n'y ait pas d'autres femmes, et que quand il y a une femme, on la prend tout le temps pour la libraire. Enfin, d'avoir le temps de créer chez soi aussi, parce que quelqu'un d'autre s'occupe de l'intendance. Oui, en fait, j'ai repris toutes les questions qu'on nous pose tout le temps, et j'en ai fait des questions pour les hommes, et en fait, quand c'était tourné au masculin, c'était ridicule. C'était des questions ridicules, et les gens, et les auteurs que j'avais invités, c'était des amis, se sont prêtés au jeu. Mais voilà, c'était dire, effectivement, on renvoie jamais un homme à sa spécificité d'homme, et en général, dans la bande dessinée, malheureusement, blanc. Donc jamais on questionne sa couleur de peau ni son genre. Alors que quand on est une femme ou quand on n'est pas blanc, on est sans cesse ramené à sa spécificité, qui est quand même un détail de son identité, quand même. C'est un gros détail, mais c'est pas tout. C'est pas tout, quoi. On parlait justement des Schtroumpfs ou plus largement de la jeunesse. Est-ce que ce changement éditorial, il est en train de s'opérer aussi dans la bande dessinée jeunesse? Je pensais à Mortelle Adèle, mais est-ce qu'on a de plus en plus d'héroïnes aussi pour les petites filles? Ah mais oui, puisque vous avez de plus en plus de femmes qui dessinent. De fait, de toute façon, il y aura de plus en plus d'héroïnes, et il y en a de plus en plus... Oui, bien sûr, le changement, il s'effectue dans toutes les sphères, dans toutes les strates de la BD, hein, et c'est tant mieux, quoi. Après, évidemment, il y a des BD qui restent des classiques et qui sont extrêmement sexistes, où il y a tout simplement aucune femme qui a un peu de caractère. Quand elle a du caractère, c'est une folle, comme dans Astérix. Il y a eu avec Astérix et la Traviata. Il y en avait une où il y avait une féministe qui arrivait chez Astérix, et elle était horrible. On aurait dit
On avait envie, une folle, quoi. Et donc voilà, après, c'est rajouter des personnages qui sont dangereux dès qu'ils ont un peu. En fait, c'est ça, c'est que dès que le personnage il a un peu de puissance, il devient dangereux. Même dans Torgal, Chris de Valnor, c'est un des personnages. Donc là, pour le coup, c'est du grand public. C'est le personnage le plus intéressant et c'est la méchante. Donc c'est ça aussi, c'est que les personnages. C'était souvent des méchantes, les femmes d'ailleurs. Mais dans les dessins animés de Walt Disney, c'est la même chose. Dès que les femmes ont du pouvoir et dès qu'elles sont fortes, c'est les méchantes de l'histoire. Mais ça, même si les choses évoluent, c'est encore beaucoup le cas, j'ai l'impression. C'est quand même beaucoup moins le cas. Et moi, je pense que la raison pour laquelle de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes garçons, mais surtout de jeunes femmes, très tôt se revendiquent féministes, font, je pense par exemple... la rentrée dernière, donc pas cette rentrée, la rentrée dernière, il y avait eu quand même tout un mouvement pour défendre les crop tops dans les lycées. Moi, j'avais jamais entendu parler de féminisme dans mon lycée, quoi. Je suis pas si vieille, mais il y a quand même eu un changement de paradigme complet. Avec évidemment les réseaux sociaux qui amènent tout un accès à un certain nombre d'idées que nous on n'avait sûrement pas parce qu'on avait accès que à la télévision, à ce qui était à la médiathèque et voilà. Mais je pense que c'est aussi avec la multiplicité des œuvres, des artistes, des regards qui fait qu'en fait aujourd'hui les jeunes personnes sont pas du tout éduquées comme nous en fait. Et moi j'ai dû attendre je sais pas quel âge avant qu'on parle enfin de harcèlement sexuel à la télévision, quoi. Ceux qui sont nés avec MeToo, c'est sûr que ça va pas être pareil. Et on le voit déjà là, des femmes et des hommes de plus en plus jeunes se revendiquent féministes. Nous là, pour les stages de 3e, on croule sous les lettres de demande à la Fondation pour des stages de 3e. Je dis mais en 3e, je savais même pas que ça existait le féminisme. Donc voilà, donc ça c'est... Moi je suis assez optimiste sur l'avenir parce que il y a quand même des tas de signaux comme quoi le fait qu'il y ait ces BD avec des représentations très diversifiées et au-delà également des dessins animés et des romans et des films et plein de choses qui font que les enfants, en fait, c'est pas comme nous, quoi. Nous, on avait les pubs, enfin, je sais pas quel âge t'as, mais les pubs avec la semaine prochaine, j'enlève le haut, la semaine prochaine, j'enlève le bas. Ça, c'était quand on était petite, quoi. Ouais, mais c'est surtout qu'on a grandi dans une diabolisation du féminisme. Moi, j'ai grandi à une époque où, et je vous parle de ça, j'avais déjà bien 25-30 ans, où j'avais des amis à moi qui disaient « Ah non, 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 je ne suis pas féministe !» Comme si... Y compris des autrices de BD. Ah bah oui, non, je parle des autrices de BD, là. Moi, j'ai des amies autrices de BD qui, il y a, on va dire, il y a 15 ans, me disaient non, 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 attends, moi, je veux bien faire partie... » Quand on a monté le collectif, c'était « Moi, je veux bien faire partie du collectif, mais je veux pas... » Et en fait, elles avaient tellement peur d'être étiquetées féministes, alors que c'est les mêmes personnes qui, 15 ans plus tard, le clament sur tous les toits et ont bien raison de le faire. Mais c'est qu'à l'époque, c'était devenu un gros mot, quoi. Il y a quand même eu une diabolisation du féminisme dans les années 70 et 80 qui a fait qu'on est arrivé à l'âge adulte. Il fallait pas le dire, quoi. Moi, je le disais, mais j'avais l'impression de dire je sais pas quoi. Hein. Et par contre, au Canada, c'était pas pareil. J'avais des amies québécoises, autrices de BD, qui ne comprenaient pas l'attitude française, qui disaient bah oui, je suis une femme, donc c'est normal, je suis féministe. Alors qu'en France, c'était là-haut que vont dire. Dans les pays du Nord, oui, mais c'est pas du tout pareil. Et aujourd'hui, on a rattrapé un peu le wagon. Et aujourd'hui, la plupart des femmes que je connais disent bah oui, je suis féministe. Mais c'était vraiment devenu la féministe était la nana qui est frustrée, qui veut couper, qui veut se castrer les hommes. C'était ça dans l'imaginaire de la plupart des femmes. Et c'est ça qui a complètement changé, moi, je trouve. Et plus largement, la BD en tant que média sociétal. On parlait de la collection Sociorama, notamment chez Casterman. Je me rappelle, parmi les premiers numéros, il y avait les dragueurs de rue, par exemple. Ouais. Là aussi, c'était montrer ce qui allait se passer dans les années qui suivaient. Il y avait la fabrique pornographique. Dès le départ, il y a eu l'idée, et à ce moment-là, il y a eu plusieurs maisons d'édition qui ont lancé comme ça des collections autour de la BD raconte la société. La BD, c'est un peu le média idéal pour raconter la société ? Parce que c'est léger, parce que c'est dans la société ? C'est-à-dire que la BD du réel, elle a commencé à émerger il y a quelques années, elle est devenue hyper importante dans la BD, mais c'était un secteur qu'on n'avait pas tellement exploité. Et c'est vrai que la BD documentaire, la BD c'est un cinéma de poche, donc en fait on peut faire du docu-fiction hyper facilement, du flashback hyper facilement, ça coûte beaucoup moins cher que de faire un vrai documentaire. Donc effectivement c'est un super moyen de raconter la vérité. Et d'ailleurs moi c'est ce que je fais, mes BD sont quasiment maintenant plus que des BD documentaires et du réel. Après, pour moi c'est plus qu'une mode, là pour le coup.
Je pense que c'était un secteur qui avait pas été... Il avait été exploité par quelques personnes, notamment Étienne Davodo, mais même Spiegelman quand il fait Maus, qui est une BD quand même extraordinaire. Enfin voilà, il y avait quelques auteurs comme ça, ou Joe Sacco avec ses histoires sur la Palestine. Il y avait déjà quelques pionniers qui faisaient de la BD documentaire, mais c'était marginal. C'est très reportage. Voilà, et aujourd'hui, il y a des revues, il y a la revue dessinée, il y a 21, il y a des revues qui font, ou Topo pour les plus jeunes, il y a des revues qui traitent de documentaires entièrement en bande dessinée. Donc on a ouvert, il y a une espèce de porte qui s'est ouverte, et c'est vrai que tout le monde s'engouffrait dedans. Mais je pense que ça va se stabiliser avec les années, mais on a vraiment, oui, on s'est dit, tiens, la BD, c'est super pour faire passer des messages didactiques, pour faire passer de l'information. l'information. La traduction de certains livres en oui, BD. En BD, il y a beaucoup de vulgarisation. Oui, ça rend le truc lisible. Ça permet aussi, nous on avait fait Sociorama parce que les sociologues souffraient beaucoup du manque d'audience de leurs thèses, de leurs travaux qui pourtant étaient passionnants, mais parce que voilà, les gens n'achetaient pas les livres de sociaux, quoi. Ils trouvaient que c'était rébarbatif, ça leur faisait peur, et du coup de les mettre en BD, ça permettait de rendre leurs propos accessibles à tout le monde. Et moi, je ne suis pas forcément pour la vulgarisation à outrance, où finalement on finit par faire de la bêtification, enfin de vider le sujet. Mais là, je dois dire que pour la sociologie, ça a aidé quand même des gens. Parce qu'après, on peut lire le livre, la BD, et se dire « Ah ben, je vais acheter le livre ». Ça a permis de... Enfin, on a essayé de faire un pont avec les lecteurs qui n'étaient pas forcément habitués à la socio, quoi. Et vous, Anne-Cécile, la BD et l'image d'ailleurs au sens large, aujourd'hui, c'est un média que vous utilisez de plus en plus aussi pour communiquer, pour sensibiliser ? Oui, la bande dessinée, c'est vraiment devenu une méthode de vulgarisation, et donc pas que de thèses sociologiques, mais aussi de propos militants, qui est très intéressant parce qu'on arrive à montrer des choses qui sont invisibles. On arrive à bien expliquer, grâce à la bande dessinée, un certain nombre de concepts, alors sans trop les affaiblir, mais il y a beaucoup d'autrices qui font ça et qui font ça très bien, et de plus en plus sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant pour diffuser les idées féministes, pour faire en sorte que de plus en plus de personnes se rendent compte des inégalités qui existent et se rendent compte des charges qui pèsent sur les femmes, des violences qu'elles subissent, des discriminations qu'elles subissent. Donc ça fait partie, oui, des moyens de diffusion de nos idées qui sont très intéressantes pour les féministes aujourd'hui, ça c'est clair. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci. Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, merci de nous avoir reçus ici au sein de cette cité audacieuse. Elisa Mandel, autrice de bande dessinée. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site des éditions exemplaires, parce qu'ils peuvent contribuer à éditer des albums et à contribuer à des projets. Oui, c'est une maison d'édition qui essaie de proposer une alternative. Alors après, elle ne se pose pas en... Voilà. Elle essaie de réfléchir à des solutions pour lutter contre la précarisation des auteurs et des autrices de BD, qui est un gros problème dans notre profession depuis quelques années déjà, et qui n'est pas incompatible avec la cause des femmes, puisque souvent les plus pauvres des auteurs sont des autrices. Étonnant. On se demande pourquoi. La boucle est bouclée. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ici aujourd'hui pour débattre dans cette BD dans la Cité. On se retrouvera dans un mois pour un nouveau numéro. Émission réalisée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, en partenariat avec l'hebdomadaire Le Point.